Ok, salut la poiscaille. Si je vous disais qu'on pouvait transformer un ordinateur en aquarium, est-ce que vous me croiriez? Là comme ça, non. Eh bien pourtant, en 2018, une société informatique a réussi à combiner un ordinateur et un aquarium. Et ça donne ça. En fait, les composants sont simplement immergés dans un liquide de refroidissement et les poissons vivent juste au-dessus. Mais attends, y a pas de séparateur? Non, en fait, le liquide de refroidissement est plus dense, plus lourd que l'eau. Du coup, les deux ne se mélangent pas et les poissons ne peuvent pas y aller. Les poissons baissent dedans. Ah, c'est impressionnant. Certes, et aujourd'hui, on est capable de créer des trucs vraiment incroyables. Par exemple, vous avez déjà entendu parler du hashtag TrueColors? Non, ça me dit rien. Eh bien, TrueColors, c'est un hashtag lancé par Asus à l'occasion de la sortie de son nouvel ordinateur portable, le Asus ZenBook 13 OLED. Il est juste ici, le beau bébé. C'est vrai qu'en vrai, il est pas mal, quoi. Il a une très belle finition, quoi. Vous voyez, hop, du coup, vous pouvez même voir l'heure. Je tourne en plein après-midi et il fait chaud sa mère. Et du coup, comme son nom l'indique, son écran est équipé de la technologie OLED. Mais c'est qui OLED? Alors bon, déjà, c'est pas qui, mais quoi. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux en matière d'écran. La technologie OLED rend possible un affichage professionnel avec des couleurs précises, ultra réalistes qui permettent d'avoir des images nettes et ce, peu importe la luminosité. Avec OLED, les noirs sont parfaits et les couleurs sombres fidèlement restituées. Vous pouvez donc percevoir des détails non perceptibles sur d'autres écrans classiques. Exactement. En fait, pour être précis, l'écran OLED peut afficher 1,07 milliard de couleurs. Autrement dit, si vous avez besoin de travailler sur des images, vous aurez le meilleur rendu possible. Et si vous êtes un cinéphile, vous pourrez redécouvrir vos films préférés avec une qualité digne de celle des cinémas. Exact. S'ajoute à ça le fait que les mouvements de l'écran sont tout à fait fluides et le temps de réponse est ultra rapide, 0,2 millisecondes, pour être exact. Ce qui est très pratique, surtout quand vous voulez jouer par exemple à des jeux compétitifs. Mais attends, ça fait pas mal aux yeux tout ça au bout d'un moment? Eh bien en fait non, parce qu'il y a une autre technologie vraiment sympa qui s'appelle iCare, qui réduit les lumières bleues nocives pour les yeux de 70%. Et tout ça sans altérer la qualité de l'image. Ah ouais, les couleurs sont ouf. Après je précise quand même, vous pourrez jamais voir la qualité de l'écran à travers votre écran, parce que si vous regardez par exemple à partir d'un smartphone ou d'un mauvais écran, forcément, vous vous rendrez pas compte de ça, quoi. Donc en vrai, le meilleur moyen, j'ai envie de dire, c'est de tester, quoi. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les autres caractéristiques du Asus ZenBook 13 OLED, il y a bien sûr le lien en description. Enfin bon, un tel bijou de technologie n'aurait pas été possible sans l'ancêtre de l'ordinateur dont on va parler dans cette vidéo. D'ailleurs, croyez-moi, quand on voit à quoi il ressemblait, on a quand même un peu le mal à croire que nos ordinateurs modernes sont ses lointains descendants. Ouais, c'est sûr que quand on voit la différence entre le Asus OLED et son écran de fou et l'ordinateur dont on va parler dans cette vidéo, on se dit qu'on a fait un sacré bout de chemin. Parce que quand même, faut se dire que quand on se penche un peu sur les premiers pas de l'informatique, on se rend rapidement compte que c'est un sacré bordel et qu'on est parti de vraiment très loin. D'ailleurs, qui a bien pu mettre au point l'ancêtre des ordinateurs? Cette machine qui a révolutionné nos modes de vie? Et surtout, à quoi pouvait-elle bien ressembler? Alors, je sais que dans le milieu, il y a beaucoup de controverses pour savoir précisément quelle machine peut être considérée comme le premier ordinateur du monde. Entre les détails des définitions techniques, les machines gardées secrètes pendant des décennies, comme par exemple le calculateur Colossus, les premières machines commercialisées... Ouais, ça m'a l'air d'être un sacré foutoir. Ouais, voilà, je te l'avais dit. Mais même s'il y a quelques candidats au titre de premier ordinateur du monde, eh bien beaucoup d'informaticiens et d'historiens s'accordent à dire que dans le lot, il y en a un qui a marqué l'histoire de l'informatique. D'ailleurs, c'est avec cette machine qu'on va découvrir l'origine des bugs. C'était une sacrée machine qu'on pourrait facilement qualifier de gigantesque. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'en ai déjà parlé dans mes toutes premières vidéos, c'était il y a peut-être 9 ans, dans mon mini-cours sur l'informatique. En fait, pour vous donner une idée, elle était aussi grosse qu'un camion. À ce moment-là, on peut se dire, mais qui étaient ces concepteurs? Des savants fous ou peut-être des ingénieurs géniaux? Et comment ont-ils fait pour mettre au point un tel monstre? Eh bien, on va répondre à tout ça en s'intéressant à l'Electronic Numerical Integrator and Computer. Mais laissez-moi vous le dire sous un autre nom, l'ENIAC. Bien, accrochez vos ceintures puisque notre histoire du jour est un sacré bazar. Ceci dit, elle commence pendant un événement dont vous avez forcément déjà entendu parler, la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cette guerre, on se met à développer un armement notamment aéronautique qui est d'une grande importance stratégique pour pouvoir attaquer à distance. Seulement, le développement des missiles passe par de nombreux calculs fastidieux, longs à réaliser mais essentiels pour effectuer des procédés de simulation de tir. Et le besoin de calcul ne s'arrête pas là. Il en faut aussi dans les domaines nucléaires et atomiques, dans le développement des barrages et des centrales électriques. Les grosses entreprises et les gouvernements en ont besoin pour faciliter leur gestion, etc. Bref, il y a plein d'endroits où on a besoin de faire beaucoup de calculs. Mais à ce moment-là, on perd masse de temps à les réaliser. Tu m'étonnes, il calculait tout à la main et au boulier. Non, quand même pas.
À cette époque, il existait des calculatrices mécaniques capables de réaliser des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Un peu comme ce qu'on apprend quand on est école primaire, collège, je sais plus. Mais il n'y avait pas que ça, hein. Il existait aussi des machines appelées des analyseurs différentiels qui permettaient de résoudre des équations. Ces analyseurs ressemblaient à des sortes de grosses tables équipées de toute une série de mécanismes. Tout ceci permettait de gagner du temps, mais les résultats n'étaient pas toujours ultra fiables et le temps de calcul restait conséquent. C'était d'autant plus long car les calculs balistiques sont complexes. En fait, il faut calculer l'accélération gravitationnelle, l'angle de projection, la hauteur, la distance, la vitesse et les frottements de l'air. Ça fait beaucoup là, non? Bref, tout un bordel. C'est pour ça que le gouvernement américain décide dès 1943 de financer le développement d'une machine capable de réaliser plein de calculs plus rapidement que toutes les autres. Le projet est lancé sous le nom de Project PX. Et 2 hommes sont nommés pour le mener à bien. John Eckert, surnommé Press, et John William Mauchly. Alors bon, ces 2 messieurs vous disent probablement rien, mais ils ne sortent pas de nulle part, hein. Press est ingénieur et John est physicien. Et ils sont tous les 2 compétents dans leur domaine. Leur objectif est de repousser les limites de la technologie et de mettre au point non pas une nouvelle machine, mais la machine qui surpassera toutes les autres par sa puissance de calcul et sa capacité à traiter les informations. Une machine Pour les gouverner tous. Et cette machine portera le nom Electronic Numerical Integrator and Computer. Voilà, mais comme c'est long et chiant à dire, tout le monde l'appelle ENIAC. Seulement, voilà, construire un tel engin, ça n'est pas gagné car les technologies sont limitées. Mais nos 2 compères vont innover et plancher sur une machine entièrement électronique. Et là, quand vous dites électronique, vous imaginez des trucs microscopiques, des machins qui vont ultra vite, machin, etc. Non. C'est pas la même électronique. Concrètement, ça change quoi par rapport aux machines précédentes? C'est un peu technique, hein, mais c'est pas si compliqué que ça. En effet, les machines précédentes étaient mécaniques et assez complexes. Bien que leur fonctionnement varie d'un modèle à l'autre, ils reposaient souvent sur un système de roues dentées dont l'écran faisait office de chiffres. L'idée de nos 2 chercheurs est alors de remplacer ces roues dentées par des signaux électriques. Voilà. Les chiffres ne sont plus simulés par des roues dentées, mais par les variations des signaux qui tournent sur la machine. Si nos chercheurs se prennent autant le chou pour mettre au point ce système, c'est parce qu'il est potentiellement bien plus rapide que les anciens systèmes analogiques et mécaniques. I'm fast as fuck, boy. Voilà, le gouvernement américain met les petits plats dans les grands et finance le projet qui coûtera au final la somme de 400 000 $ et prendra 3 ans pour aboutir. D'ailleurs, vous vous en doutez, pour mettre au point un tel système, il faut du temps, des moyens et pas mal de matos. Parce que ouais, l'ENIAC a besoin de beaucoup de composants pour fonctionner. Et ce n'est pas une façon de parler. Il comportait, entre autres, 18 000 tubes à vide, 70 000 résistances, 10 000 condensateurs, 6 000 commutateurs et 1500 relais. Ça fait Encore. beaucoup là, non? Ah ouais, c'est un sacré bébé. Ouais, c'est un bon gros bébé, hein. En fait, il était composé d'une quarantaine de panneaux mesurant 60 cm de large, 60 cm de profondeur et 2,4 mètres de haut. Et toutes ces petites choses, ces grosses choses, étaient stockées dans des sous-sols de l'université de Pennsylvanie, là où John et Press travaillaient. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'ENIAC occupait un volume estimé à plus de 30 mètres cubes, c'est-à-dire à peu près la taille d'un camion. Et en termes de surface, bon, les sources divergent, mais selon certains, ce bébé occupait à peu près 72 mètres carrés. Et d'autres pensaient qu'il pouvait couvrir 167 mètres carrés. Et son poids était d'à peu près 30 tonnes, soit le poids d'à peu près une vingtaine de bagnoles. Donc quand je vous dis que celui-là, il est quand même plus léger, voilà, c'est pas le genre de truc que tu pouvais trimballer dans ta poche. Oh là là, mais avec un truc pareil, il devait être surpuissant, l'ENIAC. Eh bien, à la fois oui et non, comme vous allez le voir. Alors oui, déjà parce que, en comparaison, un analyseur différentiel, mettait 1 seconde pour une multiplication à 10 chiffres. Alors qu'ENIAC, lui, n'en mettait que 0,001 seconde. C'est tout simplement 1000 fois plus rapide. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Mais pour autant, la machine était loin d'être parfaite. Au contraire, elle avait même plusieurs défauts assez contraignants. Premièrement, comme on l'a vu, l'ENIAC comporte énormément de tubes à vide. Des tubes à vide qui chauffent beaucoup. Et cette chaleur a la particularité d'attirer les insectes du coin qui viennent en profiter en venant se mettre dans les tubes. Les gars, ils se disent, c'est un peu un sauna, ça fait bronzette, c'est tout, c'est cool, c'est cool. Là, ça peut paraître anodin, mais en vrai, en touchant les tubes, les insectes meurent grillés et font cramer le tube qui devient inutilisable. Et ainsi, si le tube est grillé, la machine ne marche plus. Et si on veut qu'elle remarche, il faut changer le tube qui a grillé. Eh bé,
tout ça à cause d'insectes? Ouais, voilà, comme quoi. Bah, d'ailleurs, pour l'anecdote, lorsqu'un insecte venait foutre le bordel dans l'ENIAC, les ingénieurs disaient qu'il y avait un bug dans la machine. Bug étant, du coup, le terme anglais pour dire insecte. Et donc, ce mot est resté, et même encore aujourd'hui, on parle de bug pour désigner un pépin informatique. Ah, mais oui, maintenant que tu le dis, ça paraît logique. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous rappelle que l'ENIAC était installé dans les sous-sols de l'université. Autrement dit, les bugs et les insectes étaient très fréquents, et le temps pour remplacer les tubes pouvait parfois être très long, extrêmement long. Par exemple, le record est de 116 heures, soit un peu plus de 5 jours pour pouvoir corriger un bug. Enfin, retirer un bug en l'occurrence. De quoi rendre fou Press et John, les concepteurs de la machine. Mais l'ENIAC avait aussi un autre problème de taille. Il n'avait aucune mémoire. Et oui, même si l'ENIAC était capable de calculer rapidement, il ne pouvait le faire que si on lui donnait les bonnes indications. Pour cela, il fallait régler manuellement des commutateurs et câbler spécifiquement les différents composants de la machine entre eux pour lui indiquer les opérations à réaliser. Autrement dit, il fallait reprogrammer la machine avant chaque utilisation et ça pouvait être assez long puisqu'il fallait régler pas moins de 3000 commutateurs et câbler des centaines d'éléments. Et le tout, bien entendu, sans aucun mode d'emploi. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique. Allô? Mais comment il faisait pour tout programmer? Eh bien, en fait, c'est grâce à 6 femmes passées à la postérité sous le nom de femmes ENIAC et de computers. Elles étaient spécialement chargées de la programmation de la machine, avant qu'elles ne lancent tous ces calculs. D'ailleurs, c'était les seules à connaître suffisamment bien la bête pour pouvoir la programmer correctement. Pour l'anecdote, le rôle de ces femmes est resté assez méconnu jusqu'en 1997, date à laquelle elles étaient intronisées dans le Hall of Fame des femmes dans la technologie. Et d'ailleurs, l'une de ces femmes finira par épouser l'un des créateurs, John. Enfin, programmer l'ENIAC à chaque fois pour faire ces séries de calculs, ça a quand même un avantage. Et c'est que le petit monstre était assez polyvalent. En tout cas, plus polyvalent que les autres machines. Mais attends, si j'ai bien compris, l'ENIAC c'est un truc énorme et révolutionnaire, mais pas aussi ouf que ça. Ouais, on peut résumer ça comme ça. En fait, dès 1955, donc seulement 10 ans après sa mise en service, l'ENIAC n'est plus utilisé. En même temps, 10 ans c'est pas mal dans la vie de l'informatique. Voilà, il avait quand même fallu 3 ans de conception et 400 000 $ pour le mettre au point. Mais l'ENIAC n'a pas servi à rien pour autant. On l'a notamment utilisé pour développer la bombe à hydrogène. Mais pas que. Ah ouais, un mathématicien du nom de John von Neumann qui a participé au développement de la bombe atomique a rendu une petite visite à Press et John, les deux concepteurs d'ENIAC. Il a aussi pu étudier de près leur invention et il a pris pas mal de notes. En fait, il s'est aperçu que le talon d'Achille de l'ENIAC, en plus de son système de tube à vide qui grillait assez régulièrement à cause des insectes, c'était le fait qu'il était dépourvu de mémoire. Et ça, c'est un peu emmerdant quand on veut faire des calculs complexes parce qu'il faut retenir ce qu'on a fait avant, etc., etc. Du coup, il a donc réfléchi à une architecture qui pourrait permettre de créer une machine capable d'enregistrer des programmes et de calculer. Ce modèle s'appelle l'architecture de von Neumann et von Neumann lui-même ne s'est pas privé pour l'utiliser dans sa conception de sa propre machine, l'EDVAC. Voilà, les gars, faut arrêter avec les noms pour un peu comme ça, quoi. Une machine qui, contrairement à l'ENIAC, était équipée d'une mémoire. Bon, après, c'était pas non plus la mémoire du siècle, mais bon, entre l'ENIAC qui avait 0 et lui, il y avait quand même une différence. Sachant que lui avait 5,5 kilooctets de mémoire. Du coup, pour nos critères modernes, c'est quand même carrément pourri. Maintenant qu'on peut stocker des téraoctets d'informations. Mais à l'époque, c'était vraiment pas mal. Et en fait, c'était l'équivalent d'une feuille A4 remplie d'informations. Mais John et Press, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, ils ont continué à développer l'informatique et en 1951, ils sortirent le premier ordinateur commercial, l'Univac 1. Une nouvelle machine qui, d'après la légende, avait prédit l'élection du président américain Eisenhower en se basant d'ailleurs sur les données seulement de 1% des votants. Bref, vous l'avez compris, l'ENIAC c'était une grosse bébête dont l'utilité n'a pas été si utile que ça. C'est de la poésie, voilà ce que c'est. Mais n'est-ce pas le destin de certaines inventions? Être une tentative partiellement ratée. Montrer les failles et les défauts d'une technologie pour qu'elle puisse être corrigée et déboucher sur de nouvelles inventions, n'est-ce pas ce qui permet de changer l'histoire? Chris il fait pas d'outro? Bah non, tu sais, depuis le tournage, ça fait 3 jours qu'il est enfermé dans sa chambre et il fait je sais pas quoi. D'accord. J'ai cru comprendre qu'il essayait de fabriquer un super ordinateur. Ah ça a l'air de bien se passer en tout cas. Ça m'a l'air quand même plus sécuritaire d'acheter le Asus OLED. D'ailleurs, merci encore à Asus pour le partenariat. Et à la prochaine.